de son de Valorant, quoi. Ah. Test. Ok, bon, ça va être assez fort, n'hésite pas à le dire si c'est pas. Et je vais mettre un start live autour. Ok, on va commencer. Premier lieu, mon premier stream, hein. Donc, soyez sympa, mais n'hésitez pas à me faire des retours quand même. Comment est-ce qu'on pourrait améliorer les choses? Alors déjà, je vais commencer par ce stream. J'ai des questions sur et, dont le même sujet revient, c'est comment commencer? On n'est pas KiCad, on n'a pas de composants. La vraie question qui revient. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette librairie? J'y comprends rien. Bon, alors on va déjà tâcher ce soir d'expliquer comment fonctionne la librairie KiCad, de voir aussi les avantages parce qu'elle. Et une fois qu'on a pris l'habitude de travailler le logiciel, n'est pas pire que les autres. Je vais vous présenter le plan. Euh, Plan du stream. Alors je sais pas, je sais pas exactement combien de temps, si on passer 1 heure, 2 heures, j'en sais rien. Je vais essayer de faire au plus court à chaque fois. Je veux vite devenir dense. Et on va essayer de faire en 3 streams, si possible, même si je pense que ça durera plus longtemps que 3 streams si on va juste faire. Donc, stream de ce soir, il va être assez simple, vraiment un stream débutant. Mais bon, là, vous voyez, gérer sa librairie, créer des synthés et des emplois. Ah, dans une moindre mesure, utiliser un modèle 3D, chose que je préfère sauter pour aller directement dans le vif du sujet. Et, c'est une erreur, généralement. Parce qu'en fait, très vite, on est bloqué par les composants disponibles et on a vite besoin de savoir gérer sa librairie, de créer des symboles. Ça, je commence par là, parce qu'une fois que on fait ça, on a déjà de quoi travailler avec Kika, poser de questions. Stream d'après, peut-être que ce sera pas ça, on verra sur les retours, mais je prévois, parce que je me demandé ces derniers temps, et comment faire l'intégration mécanique. Vu que depuis quelques années, il y a FreeCAD qui commence à être vraiment bien. Pour moi, il est de KiCad. On peut, enfin, si on reste sur des simples et simples, il remplace vraiment SolidWorks. C'est les deux. Je dis pour vraiment les choses simples, hein. Donc, on essaiera de créer un modèle 3D, comment on gère l'export, comment on assemble tout ça dans FreeCAD, et donc comment on peut travailler ces PCB jusqu'au boîtier. Une troisième partie, celle-là je sais qu'il y a des gens qui sont en train de regarder là tout de suite que ça va intéresser, elle arrivera un peu plus tard, peut-être pour les Français, elle n'intéressera pas au monde en fait. Elle va intéresser les gens qui veulent. Les gens qui veulent de la haute vitesse, vérité de signal, ils veulent faire de la RF aussi. FreeCAD a quelques lacunes sur. Et on verra qu'en fait on peut largement, moyennant d'y passer un peu de temps, faire avec. Et on n'a pas forcément besoin de passer sur un à 10 000 euros. Ça, ce sera pour plus tard, mais après, suivant les retours, ça passera avant l'intégration. Et ça dépend. Après, ici, c'est que sans doute je vais étoffer ce PDF avec des ressources, des liens pour les gens qui voudraient pousser un peu plus loin. Donc on va commencer par la partie débuter avec Kika. Alors, c'est vrai que j'ai effectivement un problème de micro. Alors c'est possible qu'il soit super cardioïde, c'est possible, je vais essayer de le rapprocher. C'est mieux. C'est mieux là ou pas?
Ok, nickel. Donc on va essayer de partir dans le setup comme ça. Si jamais ça se passe pas bien, je changerai de micro, je passerai sur le casque. J'aime moins parce qu'on entend mon souffle, mais avec. Donc, où on était? Ah oui, on allait commencer. C'est pas tout à fait vrai, on va pas commencer. Suspense. Si, on va commencer, mais on va pas rentrer dans le vif du sujet, faire son composant tout de suite. Je voudrais d'abord parler de la philosophie de la librairie CAD, parce qu'en fait, je pense qu'une fois qu'on a compris ça, vous auriez limite pas besoin de la suite du tutoriel. Alors, je vais m'expliquer avec des jolis dessins. Quand on fait un schéma, donc l'étape qui va être là, et l'étape si le logiciel veut bien te paramer. En fait, quand on dessine un schéma, finalement, dans le logiciel, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est l'export qu'on va faire. On va exporter derrière une netlist. Alors, si vous connaissez déjà, je leur apprends rien. Mais une netlist, en fait, c'est juste un ensemble d'équipotentiels, c'est-à-dire de points qui doivent être reliés entre eux, et on va après envoyer dans ce que je vais appeler le logiciel de dessin. Parce que quand on a un logiciel de CAO électronique, en fait, on a basiquement un logiciel de dessin. La dernière étape, quand on dessine le cuivre, on pourrait le faire comme fut fait à une époque, avec des décalcomanies ou un logiciel de dessin. La seule chose qui nous éloigne du logiciel de dessin, c'est cette étape de netlist ici. Et une étape, en fait, qui va faire correspondre le schéma et assurer que ce qu'on dessine ici correspond à ce qu'on a mis en forme dans le schéma. Et c'est exactement à cette étape-là qu'il y a une différence de philosophie entre beaucoup de logiciels, et notamment avec un qui est beaucoup utilisé par les amateurs, et c'est, je pense, ce qui perd pas mal de monde. C'est qu'en fait, au moment de la netlist ici, pour KiCad, avant cette étape, il n'y a pas forcément de lien entre un symbole et une empreinte. Alors, on va donc définir ce que c'est qu'un symbole et une empreinte. Dans KiCad, un symbole, c'est quelque chose qu'on va venir mettre sur le schéma. Et je dis bien quelque chose pour pas le définir plus que. Donc ici, on travaille avec des symboles. Et en fait, on va travailler avec l'empreinte ici, dans le dessin. Et tout le travail d'assurer l'intégrité entre le dessin et le schéma est fait au niveau de la netlist. C'est ici qu'on va prendre les symboles, on va dire, qui correspondent à une empreinte particulière. Alors, l'exemple que j'avais en tête, principalement, c'est Eagle. Eagle est très utilisé dans le monde amateur, c'est pas le seul qui travaille comme ça, mais j'essaie de restreindre pour les références. Dans Eagle, en fait, on a très vite un lien fort symbole-empreinte. Dès qu'on crée le composant, les deux sont empaquetés quelque part. C'est-à-dire qu'ils partent ensemble. Et donc, dans Eagle, on a vraiment une notion de composant. Quelque part dans KiCad, on pourrait dire qu'il n'y a pas de notion de composant. Pourquoi? Parce que dans KiCad, je peux travailler entièrement sur du schéma et jamais avoir une seule empreinte d'assigner. Ou comme, dans une certaine limite, dans le dessin, je peux poser des empreintes qu'elles aient de symboles. Donc ça donne une différence très importante. On va voir très vite comment elle est mise en œuvre. En fait, on va avoir des fichiers .lib. Alors, les fichiers .lib, CAD, il faut bien comprendre que ce sont des... c'est là où il y a les symboles, c'est-à-dire c'est des fichiers qui ne sont utilisés que par la schématique. Et c'est là où on met les symboles. On a après, pour les empreintes, c'est symbole. Pour les empreintes, on a, alors là ça se corse un peu parce que le format a changé, et d'ailleurs on n'est pas à l'abri que le lib change un peu dans les futures releases. Ah oui, chose que j'ai oublié de vous dire, tout ce que je vous dis là, KiCad 5 minimum. Pas avant, oubliez, de toute façon ça sert à rien, il y a eu tellement d'évolutions qu'il faut pas retourner en arrière. Donc,
je reprends. Pour les empreintes, c'est un peu plus compliqué. En fait, elles sont regroupées dans des répertoires qui vont s'appeler points pretty. Et dans ces répertoires, on a des fichiers qui s'appellent, je vais pas dire de bêtises, donc je revérifierai après, mais c'est KiCad je crois. Donc, ça. Chaque KiCad est une empreinte et elles sont regroupées dans une espèce de librairie qui s'appelle .pretty. Alors, j'ai passé sous silence quelque chose. En fait, là, c'est des fichiers .lib, mais dans un fichier .lib, on peut avoir plusieurs symboles. On verra ça plus tard. On va éviter de se faire trop mal à la tête. Bon, allez, promis. Maintenant, je vous embête plus avec mes dessins tout moches, hein, vous avez vu ça. On va passer sur KiCad. Donc, on va faire deux choses. D'abord, déjà, je vais casser mon setup pour repartir. Voilà. Vous allez vite comprendre pourquoi j'ai fait ça. Et on va créer un nouveau projet, histoire d'être tranquille. On va créer un projet. On va créer un projet test. Ah, beaucoup encore. Je vais essayer de mieux le mettre. Au niveau du volume, ça vous va ou pas? Parce que moi, il est vachement fort le retour. Là, le logiciel que j'utilise pour streamer, c'est OBS. Apparemment, tout le monde utilise. Premier stream, alors. D'accord, nickel. Donc on crée le projet, hein, on crée un projet de test. Alors, on va se rendre compte de quelque chose d'intéressant assez vite. Donc là, on a créé le projet ici. On crée un projet, il n'y a pas grand chose. Créer trois fichiers, le fichier pro, hein, c'est vraiment du projet, SCH, donc la schématique, un KiCad PCB qui va contenir le dessin. Ouais, le dessin. Alors, déjà une des forces de KiCad, format binaire bizarre, ça c'est du texte. Ça s'ouvre en texte. Je crois que là pour le moment, pas grand chose. Okay. Donc, on va ouvrir le schéma. Alors, n'oubliez pas un truc, à moins que vous sachiez ce que vous faites, n'ouvrez pas les fichiers schéma et KiCad PCB tout seul comme ça. Il y a des choses qui vont se passer, j'entrerai dans le détail peut-être plus tard. Donc on passe toujours par l'ouverture du projet ici, et on clique ici pour ouvrir le schéma. Et là. Donc quand on a un schéma avec un projet vierge, on arrive là-dessus, et on va vouloir poser des composants. Pour poser les composants, c'est ici en haut à droite. On clique quelque part sur le... Vous voyez, là j'ai déjà quelques libs qui traînent. Je vais vous expliquer pourquoi, mais j'ai pas grand-chose. En fait, la configuration des libs, il va falloir les pas les chemins d'ailleurs, les Manage Symbol Libraries. Alors je suis en anglais, je sais bien qu'il y en a qui n'aiment pas trop l'anglais, mais honnêtement essayez de travailler avec en anglais parce que la plupart des ressources sont en anglais et en plus il y a des bugs dans les versions traduites. Parfois il y a des menus qui sont pas corrects. J'ai découvert ça récemment. Là on arrive sur la gestion des librairies, voilà. Alors là c'est le moment où je devrais avoir une petite musique qui fait peur parce que généralement c'est là où la plupart des gens s'en vont. C'est là où c'est la fin, où on a perdu les trois quarts des utilisateurs. Et pourtant, c'est pas si compliqué, croyez-moi. On a deux onglets. Global Libraries, Project Specific. Honnêtement, et je sais même pas pourquoi elle traîne là, il faudra que je fasse quelque chose. Mais il faudrait toujours travailler, d'après moi, en Project Specific. Moi, c'est important. Parce que très vite, si vous commencez à avoir une librairie aussi énorme que celle que j'ai depuis 10 ans, et à chaque fois vous devez tout charger, vous allez le sentir, c'est assez lourd. Et bon, je pense que c'est assez inutile. Ici, on va venir rajouter des librairies. Pour le moment, on va dire qu'on n'en a pas. Donc, on va devoir en créer une. On verra là après. Créer une librairie, premier point qui est important, et on parle bien ici de librairie de symboles, hein, qui sont utilisables dans la schématique. Vous cliquez, alors, c'est dommage, elle a la même
Même peut-être que celle-là, je pense que ça mériterait d'être changé, et ce sera peut-être le cas dans les futurs releases. Faut cliquer ici. Et là, on arrive sur le symbole editor, qui va nous permettre de créer un symbole. Quand on veut travailler ici, moi je vous conseille vraiment de toujours travailler avec vos propres librairies. Après, c'est une philosophie, mais le jour où vous faites vraiment des circuits, il vaut mieux avoir confiance en ce que vous avez. Donc ici, je vais créer une nouvelle librairie. Et vous voyez, il me demande de créer un fichier lib. Et avant, c'est les fichiers qui vont contenir des symboles. Et honnêtement, et je vous le conseille, même si vous serez obligé de vous y reprendre plusieurs fois au fur et à mesure des années, les librairies que vous allez créer, il faut apprendre à les ranger. Et je vais très vite vous expliquer pourquoi, parce que c'est aussi un piège qui arrive assez souvent quand on débute, mais c'est valable avec à peu près tous les logiciels de conseil, logiciels de CAO. Vous voyez, j'ai créé un répertoire MyLib. Et dans MyLib c'est juste un répertoire, il n'y a rien de plus, on peut le mettre où on veut. Dans MyLib, j'ai créé 3D, footprint c'est empreinte en anglais, hein, et symbole. Là, comme on travaille avec les symboles, on va créer un nouveau symbole, on va aller se mettre là-dedans. Je vous conseille de vraiment bien les ranger, ou du moins d'essayer. Ici, on va créer un répertoire et on va faire, par exemple, on va créer un répertoire passif parce qu'on va faire une résistance. C'est un composant passif. Et on va l'appeler resistors. Je mets au pluriel parce que comme j'ai dit, les fichiers lib peuvent contenir plusieurs symboles. Voilà. Là, il me demande où est-ce que je veux l'ajouter. Moi, j'ajoute toujours au projet. Après, ça, ce sera votre façon à vous de travailler. Donc, on voit qu'elle est apparue ici. Alors, c'est intéressant. Comment ça se fait qu'elle est apparue ici? C'est parce que KiCad nous l'a automatiquement rajouté ici. Voilà. Un projet spécifique, ça a rajouté une librairie de symboles nommée resistors, dont le chemin est ici. Alors, plugin type, j'y reviendrai plus tard. C'est apparu avec les récentes. Parce qu'en fait, il y a Legacy pour le vieux format de fichier. Il y a aussi d'autres façons d'obtenir les librairies. Pour le moment, pour la schématique, ça change rien parce qu'il n'y a pas encore eu de changement. Donc on voit qu'à notre projet, on a rajouté cette librairie. Maintenant, on va y rajouter un composant. Donc on clique droit dessus, et là, New Symbol. Et vous voyez, j'ai dit composant, d'ailleurs, je vous ai dit de pas dire, c'est pas un composant, c'est un symbole. Et pour le moment, il n'a pas de notion de composant. Alors là, je vais introduire quelques petites choses. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui travaillent en CMS. En CMS, les tailles sont assez standards, c'est sympathique. Donc on va créer une res, et on va la mettre en 0603. Alors, je suis en train de faire quelque chose qui peut être déroutant, c'est que je suis en train d'introduire la notion de footprint, justement. Alors, c'est un cas particulier, et je vais vous expliquer. On va mettre R pour le désignateur, ça c'est ce qui apparaîtra au moment de la référence. Là, ça fera R1, R2, R3. En fait, il complète derrière. On le mettra avec un point. Mais on va tout mettre en majuscule. Pour le moment, vous n'êtes pas obligé de vous occuper du reste, c'est un peu plus avancé. Là on voit qu'il nous a créé, on est dessus, hein. Il nous a créé un nouveau symbole. Il y a du texte. Ça, c'est le nom de composant. Ça, vous voyez, c'est le revdes. Quand on dit, c'est le revdes, donc en fait, c'est lui qui nous donnera le R quelque chose. Hein. L'application sera remplacée automatiquement. On va les déplacer. Oui, alors, pour déplacer, je fais M en étant au-dessus, ça attrape et ça déplace. Pour éditer, je me mets au-dessus et j'appuie sur E. Et faut les apprendre assez vite, ces raccourcis-là, parce qu'ils permettront. Une fois qu'on en est là, on a un symbole vide. Et bon, logique, la première chose qu'on va faire, c'est rajouter une pin. Cette pin, à quoi elle sert? Elle sert à faire la connexion. Alors, on va y passer un peu de temps, même si elle paraît triviale, parce que c'est pas tant le cas que ça. Première chose à vous rappeler, le pin name, vous mettez ce que vous voulez.
c'est-à-dire il ne va pas avoir de réelle importance dans la suite. Moi je vais l'appeler 1. Petite astuce pour ceux qui s'en rappelleront, ça leur sera utile. Si vous mettez une tilde avant, ça fait une négation du texte qui est écrit derrière. Donc, par exemple, si vous voulez dire quelque chose qui est allumé quand il y a l'état bas, voilà. Voilà. Donc name, on met ce qu'on veut. Pin number, c'est ça qui va être important, puisque c'est lui qui va correspondre au pad sur l'empreinte. C'est avec lui que sera fait le lien. Si je mets 1 ici, la pin 1 sera liée logiquement au pad 1, et donc le net auquel elle sera reliée, c'est celui qui aura été connecté au pad 1. Bon, alors jusque là ça va. Ici, à droite, on a des données graphiques. Je conseille de pas trop y toucher pour 2 raisons. Premièrement, moi j'ai une lib qui a 10 ans, et je m'amusais à faire des choses très petites ici en 0,635. Et le problème, c'est qu'après, ça oblige à travailler avec une grille plus petite, il y a beaucoup d'ennuis qui en découlent. Vous démarrez une nouvelle lib, restez sur les valeurs par défaut. Surtout que si jamais il y a un changement vectoriel ou autre un jour, ça pourrait peut-être jouer des tours de changer ça. Je sais pas, hein, je m'avance là-dessus, mais ça coûte rien de le laisser par défaut. L'orientation, on peut la définir directement ici. C'est juste graphique aussi. Alors ça, c'est important pour certains, moins pour d'autres. Moi j'avoue que je fais toujours l'effort de choisir le bon type qu'il y a là, et que j'utilise pas l'outil qu'il y a derrière. L'outil qu'il y a derrière, c'est l'ERC, et un contrôle électrique au niveau du schéma. On va vérifier quelque part la cohérence. Par exemple, si vous connectez entre 2 composants des pins output, il va vous lever une erreur pour vous dire qu'il y a un problème. Moi j'utilise pas cet outil-là. Je sais qu'il y a des gens qui l'utilisent, donc je ne me prononcerai pas dessus. Sachez juste que si à un moment vous comptez ou envisagez de l'utiliser un jour, prenez bien le temps, lorsque vous faites des gros composants, bien définir le type de connexion. Ici, comme c'est une résistance, ça va être passif. Ça lèvera aucune erreur. Et le style, bon bah là, c'est vrai que ça c'est un peu daté, entre guillemets. On le voit de moins en moins dans les schémas, maintenant, plus que des lignes. Mais bon, je vous laisserai découvrir ça. Pareil, ça, au moment n'y touchez pas, c'est quand vous avez des boîtiers par exemple d'amplificateurs qui partagent des piles. Et là on a visible, bon là on peut la voir. Donc on a la pin 1. Pareil, M au-dessus permet de l'attraper. Et si vous appuyez sur R une fois que vous l'avez attrapé, ça permet de tourner plus vite. Très bon à savoir, hein, ne sous-estimez pas l'importance de ces raccourcis. Donc on va mettre la deuxième. On va mettre la deuxième, voilà. Ça. On tourne. Bon. Et là, on a une bien jolie résistance. Alors, on sauve, hein, on oublie sur. Et voilà. Donc maintenant, ce que ça veut dire, ce qu'on vient de dire. Ça veut dire que dans le fichier resistors.lib, on a une résistance que j'ai appelée res0603. Après, pourquoi j'ai mis le nom du paquet. Maintenant, je quitte ça. Du coup, je suis sur mon schéma. Et sur mon schéma, ma résistance, maintenant, je vais pouvoir l'utiliser. On prend ça. Ah, alors, il y a une question. Pourquoi j'ai mis des pattes, c'est une CMS? Et justement, parce que ce que je viens de dessiner n'a rien à voir avec l'empreinte, qui va être utilisée dans le schéma. Donc dans le schéma, j'ai besoin de pins pour se connecter. Ce que je disais tout à l'heure, le lien entre schéma et empreinte est assez abstrait quelque part. Là, j'ai besoin de ça, parce qu'il va bien falloir que je connecte mes fils, mais ces pattes, elles n'existeront pas. C'est-à-dire qu'elles seront liées à quelque chose, qui sera du cuivre, mais ça pourrait être n'importe quoi. C'est pour ça que ça, on s'en occupe après. Donc là, j'ai ma résistance, avec ces 2 connexions. On va dire connexion, comme ça au moins, ça porte plus à confusion. Cette résistance, et pour connecter, ici, là, je prends la file, ou alors on fait W, on commence à tracer là où était le curseur. Donc on se met directement sur la connexion, on appuie sur W, on va jusqu'à l'autre bout, on clique, on a un fil. Alors, encore une fois, pareil, hein, c'est un fil schématique. Il porte une seule info, en fait, ce fil. C'est ce que je disais tout à l'heure, si j'en reviens à mon dessin ici.
Le fil, il n'a pas d'existence physique. Sa seule existence, c'est de dire dans la netlist que, quoi qu'il arrive, les deux connexions doivent être ensemble. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un bout de cuivre qui les rejoint. Sinon, bah, lors de la vérification du dessin, il y aura un problème. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va me dire oui, mais là maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est dessiner très vite. On comprend? Généralement la partie que tout le monde veut. Alors, ici, on a déjà deux problèmes. Elles portent le même nom. Et ça peut pas être toléré parce qu'on a besoin d'identifier les composants. Donc on va commencer par faire annotation. Alors, que je retrouve le bouton, voilà, c'est celui-là. Oui, alors avant ça, je vous en reparle. Là, l'espèce de coccinelle, c'est justement le RC dont je vous parlais, avec les règles là, vous voyez. Ça, ce tableau, vous pouvez le modifier. Par exemple, ça veut dire que deux connexions entrées l'une sur l'autre, ça va. Par contre, deux sorties l'une sur l'autre, c'est une erreur. Si par exemple, non spécifié, c'est tout le temps des warnings. Moi, je l'utilise pas, hein. Vous trouverez peut-être des tutoriels pour expliquer comment utiliser ça. Donc on va ici retourner sur l'annotation. Quand on lance l'annotation là, c'est une attention, alors l'annotation, surtout, faites très attention à ça. C'est une étape nécessaire, importante, mais elle peut être dangereuse. C'est-à-dire qu'en fait, elle va attribuer à chaque composant une référence unique. Donc déjà, généralement, laissez-la sur tout le schéma. Alors surtout, quand vous serez amené à devoir rajouter des composants après avoir déjà commencé à tracer votre PCB, ce qui arrive assez souvent, n'oubliez pas de ne surtout pas toucher à ça. Il faut laisser le garder à notation existante. Parce que si jamais vous la cassez, ce qui risque de se passer, c'est que le PCB sera plus valide parce que les références des empreintes auront changé. Et alors là, pour l'avoir vécu une fois, il faut tout refaire. À moins d'avoir utilisé un gestionnaire de source, que je vous conseille fortement d'ailleurs. Après l'ordre, bon, on va passer là-dessus, ce sont des options graphiques. Une option qui est intéressante, c'est de dire que va utiliser les pages, parce qu'on verra qu'après, on va pas le voir ce soir, parce que c'est très long, mais on verra qu'il y a une notion de page hiérarchique CAD, où on peut donc définir un bloc en dessous, et du coup, si on lui dit que la numérotation est indexée sur la page, ça permet d'avoir un côté plus intuitif quand on fait le PCB, parce que par exemple, les résistances qui viennent de la page 2 vont commencer par R200. Et ça, enfin, c'est plus propre quelque part, donc je vous conseille de laisser une de ces deux options. Si votre schéma est vraiment énorme, commencez à 1000. S'il est, il est de taille normale, commencez à 100. Moi j'utilise rarement ça. Donc on va cliquer sur annotation. Voilà. Là on voit, c'est que les deux composants ont maintenant une référence. 100 parce que c'est la première page, 1 et 2 parce qu'il est allé de droite à gauche. On a deux composants, une référence, presque tout ce qu'il faut. On a un seul petit problème, c'est que là, si je demande à aller dessiner, il n'y a rien à dessiner. Alors on appuie sur E, ça permet d'éditer, et on se rend compte qu'on a bel et bien une référence, on a bel et bien ici un symbole correspondant, évidemment, sinon on ne le verrait pas. On a une valeur, alors qu'on peut régler, hein. Par exemple ici on va mettre 10R, on va dire que c'est une disome. Par contre, on n'a pas de... Comme on n'a pas d'empreinte ici, il pourra rien nous générer. Alors oui, autre astuce, hein, vous pouvez vous mettre au-dessus du composant, appuyer sur V, ça vous permet de créer directement le champ de la valeur. C'est bon à savoir aussi. Donc là, il va falloir qu'on assigne une empreinte. Pour éditer les empreintes, c'est là où ça devient un peu sport, parce qu'il y a une petite gymnastique. Je pense qu'à terme, ça aussi ce sera changé, parce que ça n'a pas vraiment de sens de faire ça. Pour éditer les empreintes, alors on peut tout accéder ici, c'est ici. Footprint Editor. Alors dans le Footprint Editor, on va retrouver le même genre de choses qu'on avait avant, sauf que cette fois, c'est pour les empreintes et non plus pour les symboles. Mais vous voyez que on est quand même sur quelque chose d'assez similaire.
Comme là, on n'a pas de librairie d'empreintes, on va en créer une nouvelle. Par exemple, on va prendre une nouvelle empreinte. On va lui donner un nom. On va l'appeler SMD. Alors, on va l'appeler CMS. Après tout, on est sur le en français. Donc, composant monté en surface. SMD, ça veut dire pareil. Et on va lui dire 0603. Alors, il faut savoir que 06, 03, 04, 02, en fait, ce sont des unités impériales, hein, c'est pas du métrique. Donc ça, il y a des correspondances en métrique, et ce sont des formats à peu près standards. Tout le monde utilise, et tous les fabricants respectent, grosso modo, là, la taille. Donc pareil, là, on voit qu'il nous a rempli avec du texte. Alors déjà, on voit qu'on est sur fond noir par défaut. C'est moi qui ai mis sur fond noir. Enfin, je vous conseille de travailler sur fond noir pour le dessin, sinon ça fait vraiment mal aux yeux. Donc là, on a ici un champ, le footprint ref. Ici, il n'a pas vraiment d'importance. Et on a un champ qui est la référence. Là, c'est pareil, il sera remplacé, vous le verrez plus tard, par la référence du composant qui a été attribué par la notation. On l'écarte un peu, il est mis au milieu, mais c'est pas très pratique. Ah, pareil, là, je clique dessus. M. Donc, on va revenir au basique. Finalement, une empreinte de composant, qu'est-ce que c'est? C'est du cuivre, rien de plus. C'est principalement du cuivre, alors il y a du dessin par-dessus, on peut rajouter beaucoup de choses, mais au fond, ce qui nous intéresse, c'est le cuivre. Et donc, ça va définir un peu ce qui nous intéresse dans cette zone-là que vous voyez. Ceux qui ont déjà fait du dessin, c'est des calques. Et en fait, on a deux calques par CU. Alors, problème de traduction, ça c'est du cuivre en fait. Front et bottom. Alors, correspond. Tiens, on travaille avec des composants traversants. Ça c'est le dessus, ça c'est le bas, ça c'est le côté composant, ça c'est le côté opposé. Aujourd'hui, ça n'a plus vraiment de sens. C'est la couche du dessus et la couche du bas. Pour du PCB double face par exemple. Vous verrez que utiliser d'autres CAO, il n'y a pour le moment pas de notion de pad stack. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion précise de comment il doit se comporter avec les couches internes dans le cas d'une empreinte. Vous ne pouvez pas le régler, ce sera par défaut. Donc maintenant qu'on en est là, on sait qu'on peut dessiner notre empreinte. Alors, je ne vais pas la faire à la taille. Il faudrait que j'ouvre les docs, je ne me rappelle plus les exacts. Donc on va faire quelque chose d'approximatif. Ici, c'est le bouton qui va le plus vous intéresser, le bouton Add Pad. Alors, et on pose un sur escape. Là, j'ai posé un pad. Ce pad, en fait, c'est vraiment la pastille. C'est vraiment l'endroit en fait où on va venir poser le contact du composant. Pareil, j'appuie sur E après l'avoir sélectionné. Ça m'ouvre le menu d'édition. Je sais pas si vous vous rappelez, je vous ai dit, hein, tout ce qui compte pour relier le pad au symbole, c'est le nombre. Ici on a 1, ça veut dire qu'il sera relié à la connexion numéro 1 sur mon symbole. Et ça, quoi que je fasse. Ici, c'est le type. Ici on est en anglais, donc through all traversant, SMD c'est monté en surface, connector c'est encore autre chose, pour le moment je vous conseille de ne pas y toucher, et après on a quelque chose qui peut être utile, c'est NPTH mechanical. NPTH ça veut dire non-plated through all, ça veut dire trou traversant non métallisé, faire des trous vraiment de fixation. On veut pas qu'il y ait de métal dedans. Donc je vous conseille de passer sur SMD vu qu'on a voulu un composant CMS. Voilà. J'ai voulu un composant CMS. Si on a une position axe, une position Y sur cet axe. Alors, on va voir qu'il y a beaucoup de choses à faire. La première, ça va être de changer shape, la forme. Nous, on va passer dans un rectangle pour notre composant CMS et on va dire que en X, faire 0,5 mm et en Y 1 mm. Attention, mettez pas ces valeurs-là pour un 0,6, 0,3 parce que c'est pas du tout ça. Hein. Je les ai pas en tête, donc on va faire simple. Vous voyez ici, vous avez un aperçu de ce que ça va donner. Alors ici, ça va être sa position. X, par exemple, on va se mettre à -2.
Et il y a une petite astuce par contre à connaître, qui est importante, c'est que l'axe des Y il est inversé. En fait, l'axe des Y est dans la logique écran. Y0 par là, Y maximum est ici, en bas de l'écran. Mais l'origine est ici, donc en fait il y a des Y négatifs qui montent, plus on va vers le négatif, plus on va vers en haut. Voilà. De toute façon, au pire, quand vous essaierez, si vous voyez que ça part dans le mauvais sens, vous changez, ça ira bien. Sinon, on va rester à 0, mais je vais quand même vous montrer ce que ça donne. Je me mets là. Vous voyez, j'arrive ici avec Y1. Et si je le réédite et que je mets -1, pas mis sur la bonne case, -1, et hop là, on est remonté au-dessus de là. Soyez pas perturbés à cause de ça. Des fois, moi-même, ça m'arrive de me retrouver. Là, on va remettre à 0. Alors, un petit conseil en avance de phase, mais que vous oublierez peut-être et qui se rappellera à vous d'une manière assez désagréable. Quand vous faites empreinte, compliquée soit-elle, essayez de comment dire, de toujours avoir centroïde, son centre de rotation idéal ici, sur ce 0 là. Parce que si vous faites pas ça, si à un moment vous avez des contraintes mécaniques à respecter sur votre PCB, ça va être cauchemardesque pour vous de réaligner les modèles 3D, le PCB, essayez de faire cet effort. Des fois c'est pas simple, hein. Des fois la façon dont ils sont dessinés dans les datasheets est pas parfaite, mais essayez de le faire. Alors, oui, effectivement, ITU, t'as raison, les connecteurs ils centrent sur la P1, ce qui d'ailleurs, lors de l'intégration mécanique, est souvent prise de tête. Alors, Franck, tu disais, je croyais qu'il fallait mettre là. Alors non, alors je vois ce que tu veux dire, non, ça, c'est sur un sujet que je vais peut-être aborder ce soir, mais je suis pour un autre soir. Je vais aborder vite fait pour expliquer, mais avec Franck, à un moment, on a abordé un problème, c'est quand on veut faire des formes. Ici, on peut prendre des formes custom, donc des formes spécifiques. Ici, on va pouvoir dessiner une forme complètement étrange. Et là, il faut que cette forme soit toujours centrée à 0 parce qu'il faut qu'il soit à 0. Là, on prend une forme toute faite. Elle est centrée à 0. Elle est centrée à son 0 local. Vous voyez, le 0 local de la patte, il est là. Pad. Après, on bouge l'instance. On bouge le pad. Donc, on va en remettre une deuxième. Et vous voyez que là, quand j'ai cliqué sur pad, il a gardé la forme que je lui avais demandé. Et en plus, il a auto-numéroté. Alors, faites attention à ça. Vous n'allez pas vouloir qu'il auto-numérote. Un SMD. Et en fait, sur un pad SMD, il est forcément au centre. Le pad, déjà de base. Voilà. En fait, il faut forcément qu'il y ait du cuivre ici, mais c'est sur le pad, pas sur le composant. Là, on est en train de. En fait, ici, c'est un composant. On est en train de définir une empreinte. Quand on est dans cette fenêtre, on définit un pad. Et c'est le pad qui doit forcément être à 0. Là, il est à 0. Et je reviendrai là-dessus un peu plus tard parce que justement, après, il y a beaucoup de complexité qui s'ajoute. Rester simple là. Sinon, on va s'embrouiller. Donc je reviens juste après là-dessus. Là, j'ai posé mes deux pads. Finalement, je pourrais m'arrêter là. Hein. J'ai une empreinte, j'ai de quoi connecter la connexion 1, j'ai de quoi connecter la connexion 2. Je pourrais m'arrêter là. Bon, ça se fait pas, on s'arrête pas là. Hein. Alors, généralement, la première chose qu'on rajoute, c'est ici F-Silk. Screen, c'est la sérigraphie. C'est ce qui va être dessiné sur le vernis. Donc c'est assez important généralement d'en mettre. Il faut savoir que si vous voulez vraiment faire des composants aux normes, il y a des normes qui définissent aussi comment doit être la sérigraphie. Je vous invite à consulter les documents GDEC. Si vous n'avez pas peur des indigestions, ça vous occupera un petit bout de temps. Là on va dessiner, en fait on a sélectionné donc le calque, hein. Vraiment on peut sélectionner ici les calques. Là on a sélectionné le calque sérigraphie, on a sélectionné l'outil pour faire des traits, et on va faire le tout. Comme je sais pas dessiner, ça va être tout. Et j'ai réussi à même pas le centrer. Voilà, donc on a dessiné un rectangle non centré, tout à fait très beau. Ça c'est ce qui apparaîtra sur la sérigraphie. Vous remarquerez d'ailleurs que le champ
ref qui est là. Et lui aussi sur la sérigraphie, c'est logique, généralement quand vous regardez un circuit imprimé sur la sérigraphie, il y a les références. Une fois qu'on a fait ça, KiCad 5, a intégré une chose assez importante qu'on appelle le courtyard, front courtyard. Pareil, là on travaille que en front. Si jamais vous avez des contraintes bottom, donc de l'autre côté de la carte, c'est par B, et pour bottom. Alors le courtyard, qu'est-ce que c'est? C'est pareil, on va dessiner dessus après l'avoir sélectionné. Vous allez voir, je vais aller un peu plus loin. Parce qu'en fait, le courtyard, il va être utilisé par l'outil de dessin pour vous dire si à un moment il y a des composants qui se chevauchent. Quelque part, c'est la frontière. C'est-à-dire que si je mets un autre composant et que leurs courtyard viennent l'un sur l'autre, l'outil de dessin va râler. Et il va me dire qu'ici, il y a des chances que je ne puisse pas placer mes composants. Alors, les 3/4 du temps, sur les circuits amateurs à faible densité, c'est pas quelque chose d'important. Par contre, si vous partez sur du produit haute densité avec du monté en surface un peu serré, faites très attention et récupérez les informations des datasheets parce que là, pour le coup, vous pouvez avoir de drôles de surprises. Faut faire attention. Et là, en fait, on a fini. On a fini notre empreinte. Une fois qu'on est à ce niveau-là, on peut rajouter d'autres choses, mais pour une empreinte de base, elle est suffisante. Ici, on va vouloir la sauvegarder. Le problème, c'est que vous voyez, il me demande de la sauver dans une librairie active. J'ai pas de librairie active puisque je n'en avais pas. Là, on va cliquer sur le troisième bouton qui crée une nouvelle librairie tout en sauvant le composant dedans. Et voilà, donc là on y est. On est sur une boîte de dialogue. C'est moche. Je pense qu'il faut changer, mais en même temps, ils avancent sur tellement de choses en même temps que tous ces petits détails-là, un peu compliqués. Et on va donc ici sélectionner. Donc on va refaire l'arborescence. Donc ici, vous vous rappelez, il y a mylib. Je retourne dans mylib. Et là, évidemment, je vais vouloir sauvegarder dans les footprints. Je vais faire comme tout à l'heure, sauf qu'en fait, je ne vais pas créer de nouveaux répertoires, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez au début, on a dit quelque chose, c'est qu'en fait, les librairies empreintes sont des répertoires. Donc en fait, là, on va créer, je vais ajouter sur le chemin, passive.pretty. Alors, passive.pretty, ça va être un répertoire dans lequel il va sauvegarder un fichier KiCadMod. Alors, je vais vous montrer tout de suite, pas de panique. C'est OK. On revient là. On revient sur mylib, print, et vous voyez, il m'a fait un répertoire passive.pretty, et c'est un répertoire normal, hein. Je peux rentrer dedans. Dedans, on se rend compte qu'il nous a créé un fichier KiCadMod. Je peux ouvrir, c'est du fichier texte. Et on voit à l'intuition, hein, même si on ne sait pas forcément le lire, qu'il y a effectivement des lignes tracées. On a ici 2 pads. Elle est aussi sous Linux, mais c'est moi qui le fais toujours manuellement. Après, c'est une question de goût, mais je préfère le faire manuellement. Ça part pas n'importe où. Donc là, on a un footprint là, dans cette librairie. Ici, nous ne l'a pas rajouté. Alors le comportement est légèrement différent entre toutes les pièces qui composent KiCad. Vous inquiétez pas, on va vers une harmonisation. Ici, on va rajouter une librairie comme on l'a fait tout à l'heure. Sauf que tout à l'heure, on l'a pas fait, il nous l'a fait. Donc là, on clique sur Browse. Alors là aussi, hein, l'harmonisation des fenêtres de sélection, ça va arriver, vous inquiétez pas. Pour le moment, elles sont toutes différentes. Je crois qu'il n'y en a pas une seule qui est la même, mais on s'y fait. Et donc, on va aller chercher notre point pretty. Je vous rappelle que là, c'est le répertoire qui sera considéré. On clique sur OK, voilà. Donc là, on a un peu la même fenêtre que tout à l'heure, donc il ressort. Ici, vous voyez qu'on a un autre type. Là, ici, on porte plusieurs types. KiCad, c'est le type d'aujourd'hui. Pour les empreintes, Legacy, c'est un type qui était un peu comme les symboles, où un fichier pouvait contenir beaucoup d'empreintes. L'utilisez plus, vous en avez plus. Moi, je continue de temps en temps quand j'ai vraiment pas envie de refaire de vieilles empreintes que j'avais fait avant. Et il supporte, vous voyez, d'autres types. Alors GitHub, ça veut dire qu'il est capable d'aller fetcher tout seul sur GitHub. Moi, j'utilise pas, je vous laisse le découvrir.
Moi, je pense que c'est pas une bonne idée de travailler ça, ça et ça. Après, je vous laisserai vous faire votre avis. Donc là, c'est juste le type de librairie. Et on fait OK. Alors, pourquoi est-ce que je l'ai ajouté ici? En fait, vous pouvez l'ajouter ici. Save and exit. Et là, il me demande de resauver donc dans la librairie. Pourquoi est-ce que je l'ai rajouté là-bas? C'est parce qu'en fait, ici maintenant, on va attaquer le dessin en lui-même. Donc PCBnew, c'est l'outil de dessin. On peut y accéder depuis le schéma en cliquant ici. Hein, depuis l'interface centrale, en cliquant ici. D'accord. Une fois on est dans le dessin, et on a accès au même menu pour les librairies. Alors, ici que les choses intéressent. On va retourner, on va laisser ça ouvert. Ça n'a pas d'importance, on n'est pas comme sous Eagle, hein. Vous pouvez avoir les fenêtres séparées et travailler. Il n'y a pas de notion de cohérence en temps réel. On peut travailler en n'ayant qu'un des deux ouverts. Là, quand on va dans le schéma, ici, je sais pas si vous vous rappelez, on a dit ah bah mince, pas d'empreinte. Quand on édite ici, on va sur le empreinte, puis ils ont fait un truc sympa. On va aller dans Browse Footprint, parcourir les empreintes. Là, on a carrément un viewer qui s'ouvre. On voit ici les librairies qui ont été chargées. Si j'avais pas chargé la librairie, soit dans l'éditeur d'empreintes, soit dans le logiciel de dessin, elle n'apparaîtrait pas là. Faut pas oublier de le faire, sinon vous allez vous trouver avec une liste vide là. Donc, dans ce cas-là, il faut aller dans le logiciel de dessin, donc dans PCBnew, pour lui demander d'importer les librairies. Et là, quand vous cliquez là, ici, vous allez voir apparaître la liste des empreintes disponibles. On a fait avant. Là, vous avez un joli dessin tout mauve. Insert Footprinting Board. On va le lire. Ça veut pas dire ça, en fait, il faut juste cliquer dessus, et voilà. Il est apparu là, dans le champ. Maintenant qu'on a ça, champ footprint, on peut, et OK. Et en fait, on a un des deux qui est défini. Alors, on va en garder qu'un, juste pour l'exercice. Là, j'ai R101 pour lequel j'ai une empreinte, et R102 pour lequel je n'en ai pas défini. Je sais pas si vous vous rappelez le dessin, mais je vous ai dit qu'il y a une étape entre le schéma et le dessin, c'est la netlist. Et si on regarde sur l'éditeur de schéma, ici on a quelque chose qui s'appelle net. Si on laisse le curseur, on voit que ça dit Generate Netlist. Clique dessus, une fenêtre assez sommaire, alors oubliez trois onglets là, d'accord. Vous les utiliserez jamais, ou alors vous les utiliserez, vous savez ce que vous faites. Et vous cliquez juste sur Generate Netlist. Il va vous demander un fichier, n'y touchez pas, c'est plus simple, si vous y touchez après il faut chaque fois le retaper. Vous n'y touchez pas. Save. Il ne passe rien, vous avez vu? En fait il a juste écrit le fichier. Il fait rien de plus. Donc là, si on veut continuer à travailler et sur mon dessin initial, il faut aller dans l'édition de PC. Et c'est là où la magie opère, parce qu'on a le même bouton là, qui s'appelle Read Netlist. Vous voyez par défaut, il a rempli le bon fichier. Ici, vous avez beaucoup d'options, et comme je vous disais tout à l'heure sur la notation, ça ce sont des étapes obligatoires, mais ce sont des étapes qui sont aussi relativement dangereuses. Donc déjà à sauvegarder avant, et en plus de sauvegarder, je vous conseille, quand vous avez dépassé des grandes étapes, de travailler avec un Git ou une gestion de source, au fur et à mesure, pour éviter de casser quelque chose. Ici, n'y touchez pas ça, laissez-les par référence. Le Exchange Footprint, vous l'utiliserez peut-être si à un moment vous avez fait un changement, vous vous êtes rendu compte que vous êtes tombé sur une empreinte, donc vous l'avez changé dans le schéma et que vous revenez dans le dessin. On n'a pas besoin. Extra Footprint, pareil, ça c'est quand vous avez supprimé des composants dans le schéma, vous réimportez la netlist, supprimez les empreintes qui y correspondent, il faut lui spécifier delete ici. Parce que sinon il va pas y toucher pour rien casser. Et après ça, je vous laisserai découvrir plus tard, mais pour le moment, n'y touchez pas trop. Si à un moment vous n'êtes pas sûr de vous pouvez faire ce qu'on appelle un dry run. Ça ne fera rien. Donc ici, l'option de base, c'est Read Current Netlist. Et alors là, je vous conseille de jamais ignorer la sortie qui est ici, parce que vous allez vous rendre compte que si vous l'ignorez, des fois vous allez passer des heures à essayer de comprendre ce qui se passe.
Qu'est-ce qu'elle nous dit cette sortie? Donc déjà, elle nous donne une information. Quel fichier on a utilisé comme référence, d'accord? Et il nous a dit ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il a essayé de trouver les empreintes correspondant aux symboles qu'on a mis dans le schéma. Si on regarde, là, ici en vert, il est content. Il a trouvé que pour R101, on avait un footprint, donc une empreinte, qui est dans la librairie de footprint passive, qui s'appelle CMS0603. Il l'a trouvé, c'est en vert, c'est bon. Par contre, vous voyez que sur le deuxième, il nous dit qu'il n'y a pas de footprint défini. C'est logique, on n'en a pas fait. Il nous met une erreur, ça s'arrête là, on peut fermer. Et là, normalement, je devrais avoir un composant quand même. Ah oui, non, c'est normal. J'ai fait un dry run, il n'a rien fait. Non, on va pas le faire en dry run, on va refaire pareil. Alors là, il y a des changing. Ça, pour le moment, vous en occupez pas. On y reviendra plus tard quand on va commencer à travailler avec les contraintes et les nets. Ça, pour le moment, c'est pas trop important. Là, on ferme et vous voyez, sous le curseur, j'ai attaché directement quand j'en sors l'empreinte qui correspond à R101. On retrouve l'empreinte qu'on avait dessinée avec la valeur qu'on avait mis dans le schéma. Cette valeur, elle a été transportée et la référence du schéma a aussi été transportée à travers la netlist. Alors, on voit bien qu'il y a eu un souci, mais pas forcément bloquant, et qu'il n'a pas pu emporter le footprint de ce composant-là. Donc, on pourrait refaire la même chose ici, mais je vais vous montrer quelque chose d'autre, parce que du coup, ça simplifiera peut-être la vie et vous aurez le choix de travailler, donc, soit comme on vient de le faire là, en attribuant, une fois que vous avez dessiné le schéma, les footprints 1 à 1. Il y a aussi un autre utilitaire, mais qui à mon avis va finir par disparaître, ou peut-être pas en fait, je sais pas s'ils le garderont ou s'il y a encore un usage, mais qui permet de faire de la même manière à la chaîne d'attribution entre le symbole et le... Moi je préfère faire autre chose, je vais vous montrer tout de suite. Vous vous rappelez qu'ici j'ai appelé la résistance res0603, donc c'est qu'elle était quand même prédestinée à avoir 0603. C'est une façon de bosser qui se rapproche un peu de ce que fait Eagle, que je fais. Je le fais pour les composants passifs que je vais beaucoup utiliser. Par exemple, les condensateurs. Condensateurs 0402, 0603, 08, 05. Ces condensateurs-là, je vais facilement en poser plus d'une centaine par schéma. Et j'ai vraiment pas envie à la fin de voir unitairement aller leur attribuer l'empreinte. Donc ce que je fais, c'est que je crée des composants qui vont s'appeler juste résistance 0603, qui en est un. Et en fait, ici, monter dans symbole. Dans symbole, là, on va aller dans fields, champ. En fait, on a un peu la même fenêtre qu'on avait tout à l'heure. On a ici le champ print. On a la même interface qui nous permet d'aller choisir 6.0 l'attribut. Et elle apparaît là, en invisible. Astuce, je l'ai édité avec E. Ici le champ c'est invisible coché. Et si vous éditez dans les champs, le bouton si vous le cochez c'est montré. Faites attention à ça parce que sinon ça va vous embêter, vous allez en faire partout. Maintenant en fait dans res0603, j'ai stocké information lui disant et il faut que tu ailles chercher là. La curiosité de tout le monde, on va aller voir si vous regardez le symbole. Vous avez dit le point lib du fichier texte, donc si vous avez le moindre doute, vous pouvez l'ouvrir en fichier texte. On se rend compte, regardez. On a l'entête qui cadre par ici des définitions, c'est dessus. Ici, la ref, et vous voyez qu'ici il a rajouté un champ avec. Donc maintenant elle est dedans. Quel est l'intérêt de ça? Alors je vous le montre, vous n'êtes pas obligé de travailler comme ça. Hein. L'intérêt de ça, c'est que maintenant, si je veux poser des résistances 0603 directement dans mon schéma, je sais que ce sera 0603, je ne veux pas le faire plus tard parce que j'en ai tout, directement un composant 0603 qui arrive sur le schéma avec le foot.
On va le laisser là, lui il en a toujours pas, hein. On va refaire la notation. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, maintenant que j'en ai posé un, ne touchez pas à ça là. Sinon, il va perdre sa liaison avec le schéma et il faut la note. Vous voyez qu'il a rajouté ça. Il a pris le prochain disponible, régénère la netlist. Ça va réécrire sur le même fichier, ça va rajouter le nouveau composant qu'on a mis. Et pour le voir apparaître, il va falloir relire la netlist. Maintenant, on va la relire en premier lieu. Hop. Donc, ici, warning super important. On ne peut pas cancel, enfin annuler un changement fait par la lecture de la netlist. Donc si vous n'avez pas sauvegardé avant, et ben une fois que vous aurez fait ça, si ça a cassé des choses, c'est fini. Vous devez retourner au dernier que vous avez sauvegardé. Donc faites attention vraiment à ce qu'il y a dans ces menus-là. Les IMOLO, si vous n'êtes pas sûr, sauvegardez avant, quitte à faire des copies ou autre. Là, on lui dit oui, on est sûr. Il y a toujours R102 à qui on n'a pas donné print, et il l'a trouvé pour R103, en fait. Et là, vous savez à peu près tout ce qu'il faut savoir. Créer une empreinte. On parle d'empreinte simple. Ce qu'il faut. Il y a quelques points à se rappeler, qui sont importants. C'est qu'en fait, CAD, composant, la notion composant, qui est une notion finalement assez abstraite, elle est faite de deux choses principales. Elle est faite de symboles, qui sont contenus dans les fichiers lib, qu'on va poser dans la schématique. Et ces fichiers de symboles, soit contiennent en eux l'information de l'empreinte, donc ça ira les chercher automatiquement, générer la netlist. Soit ils ne l'ont pas, il faudra sur le schéma, comme on a fait pour la première résistance, l'attribuer individuellement. La deuxième partie d'un composant, c'est donc ce qui est contenu dans les répertoires .pretty, chaque répertoire étant une librairie, sont les fichiers .kicad_mode, qui sont vraiment des fichiers de dessin. On va voir ici. Ce sont des fichiers vraiment de dessin, on voit qu'il y a des pads qui sont définis avec les tailles qu'on avait définies, les placements, et les masques sur lesquels ils sont appliqués, ainsi que des traits. Et ce qui lie ces deux, c'est en fait le moment où on va vraiment cliquer sur générer la netlist. Une fois qu'on a compris ça, c'est plus trop compliqué d'avoir une bibliothèque facile à gérer. On va aborder un autre point maintenant qui est en lien directement avec ça. Que si jamais vous voulez travailler sur plusieurs machines, notamment sur plusieurs OS, et ça nous servira aussi pour les modèles 3D, vous pouvez pas travailler comme on l'a fait. Alors, je vais m'expliquer. Ici, vous avez un chemin où il va chercher la dite librairie. Je vais sauver celui-là aussi. Quelque chose. On avait créé le projet, on avait un fichier test pro qui est le fichier de projet. L'ouvre, c'est aussi. Il y a énormément d'informations, il a été de plus en plus expurgé, et ce fichier en fait est quelque part dans une arborescence, c'est-à-dire dans un de vos répertoires. Il est accompagné d'autres fichiers autour, dont deux qui vont nous intéresser, qui sont ceux-là. fplibtable, simlibtable. On peut s'en douter, simlibtable, c'est le fichier de symbole, fp c'est le fichier de print, donc d'empreinte. Lui est utilisé par le schéma, lui est utilisé par le dessin de circuit. On les ouvre, on voit en fait que c'est ce qu'il y a dans la fenêtre qu'on regardait tout à l'heure. On a un fichier de conf qui est chargé par le projet, lui dit, va me chercher qui s'appelle Stores dans le Omnat Desktop Stream mylib symbole blablabla. Si je travaille sur plusieurs machines et que ce chemin est pas bon là, c'est fini. Fini parce qu'il va pas le trouver et que en fait vous allez vous retrouver avec quelque chose de tout moche que je vais vous. Ça vous pourrez le diagnostiquer quand ça vous arrive. On va le renommer.
Non, d'ailleurs, je suis bête, vous voyez. C'est même pas lui qu'il faut, parce que lui, ça posera pas de problème. C'est... On va la renommer, on va l'appeler mylib2. Et on va relancer KiCad. Là, vous voyez, j'ai le même fichier, il a gardé le projet qui était... Là, j'ouvre le schéma. Boum. Alors là, il me fait quelque chose de bizarre. Il me dit, j'ai besoin de secourir des symboles parce que je les trouve plus. Si on lit bien, il les a uniquement trouvés dans la cache lib. La cache lib qui est dans le projet, elle est là. Alors, ça peut être utile de lui dire oui pour secourir. Et le problème, si je lui dis oui pour secourir mes composants, on va le faire. Alors, je vois toujours mes composants. Bon, bah, du coup, il n'y a pas de problème. Alors s'il y en a un, voilà. Vous voyez ce qu'il a fait. Trouvant pas resistance.lib, trouvant donc pas mes symboles, il a créé la volée dans le chemin prjmod. Prjmod, quand on regarde, en fait, c'est un chemin local du. Il a créé une test rescue lib dans laquelle il a copié tout ce qu'il y avait dans la test cache lib parce qu'il avait besoin de ces symboles et que par chance, il les avait dans la librairie de cache. Ça veut aussi dire que maintenant, les composants qui sont regarde, il ne va plus les chercher. Il allait les chercher avant. Il va les chercher dans cette librairie de secours. Ça veut donc dire que ces composants, ils sont liés à ma librairie. Donc si je change des choses dans ma librairie, ce ne sera pas pris en compte. En fait, je vais me tromper parce que je vais vouloir poser un composant comme ça. Déjà là, il n'arrive pas à l'ouvrir. En plus, si je cherche res, il va venir de la rescue. Le son coupe, il coupe beaucoup ou pas? Je sais pas, parce qu'après le micro est peut-être un peu trop directif. Je vais me remettre devant. Donc une fois qu'on en est là, on a un problème donc qui est qu'on a perdu le lien entre les composants et leur librairie. Alors, une façon simple d'éviter tout ça, là je vais pas sauver pour pas qu'il sauvegarde ces modifications-là. Une façon simple d'éviter ça, c'est d'avoir sur une machine, donc, vous avez une machine, celle-là, vous pouvez travailler sur une autre, on va créer quelque chose qui va être au niveau de la configuration de KiCad. Vous voyez là il a retrouvé ses petits. On va dans préférences. Mais ça coupe encore là ou ça coupait avant? Beaucoup, je reconfigure le micro. Comme ça là c'est mieux ou je vais essayer de le rapprocher encore. Hein. Je suis vraiment désolé, je pense que j'investirai dans un autre micro pour le stream. Du coup, donc j'en étais là, oui. Alors, ce qui va être intéressant de faire, c'est de créer ici, dans les chemins, configurer les chemins. Vous voyez ici on a plein de variables d'environnement. On se rend compte d'ailleurs qu'il y en a. Là ça coupe encore, ok. Mais c'est que je peux pas trop y toucher pendant qu'il est en train de streamer. Deux oreilles, on sait jamais. Faut les péter. Je suis passé sur ce micro là. Je vais baisser un peu le niveau sonore. C'est mieux là ou pas? Là c'est un peu mieux. Bon bah si là la conf vous va là tel que je parle maintenant, je touche plus. Je suis passé sur le micro du casque en fait. D'accord, ok, bon bah très bien. Alors, on va rester sur cette conf là. Du coup, de toute façon accrochez-vous, on a bientôt fini, c'est le dernier point. C'est le dernier point, je pense que le footprint un peu exotique, on le fera pour le prochain stream parce qu'il est un peu ardu, un peu long. Donc là on a donc des variables d'environnement, donc pour ceux qui sont sous Linux ça posera pas trop de problèmes, pour ceux sous Windows peut-être un peu plus. Les variables d'environnement sont des variables qui
quand on va les utiliser, on va utiliser le texte qu'elles contiennent, pour faire simple. Et on se rend compte qu'il y en a déjà un paquet qui est défini de variables qui sont utilisées en interne, qui sont assez importantes. Il vaut mieux pas trop toucher. Alors qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais créer une nouvelle variable et que je vais appeler custom lib. Alors, je l'appelle custom lib parce que ça va être pour ma lib. Et vous voyez dans valeur, je peux faire un browse, donc un naviguer. Ah, ça c'est intéressant. Parce que ça veut dire que ça va nous amener dans un, dans un navigateur de chemin. Et justement, on va dire que custom lib, le chemin, c'est celui qui va amener à mylib. Voilà. Donc là, j'ai une variable d'environnement qui amène à mylib. Bon, ça, c'est juste une autre façon d'écrire les choses. Mais par contre, maintenant, là où c'est très intéressant, on va supprimer celle-là. Ce qui est très très intéressant, et qui est très puissant si jamais vous devez travailler sur plusieurs machines, c'est qu'ici, regardez, on va carrément supprimer la librairie, on va la remettre. Je vais aller rechercher la librairie de référence qui était, qui était pour les résistances. Voilà. Et vous voyez, regardez ce qu'il a fait. Il a trouvé tout seul que le chemin dans lequel j'allais, en fait le début, c'est custom lib. Et du coup, il me l'a remplacé automatiquement par custom lib. Pourquoi c'est intéressant ça? Parce que maintenant qu'il va chercher cette librairie là-bas, si je travaille sur une autre machine sur le même projet, je peux mettre ma librairie où je veux sur la machine, et une fois qu'elle y est, il suffit que je définisse custom lib pour pointer vers la librairie sur l'autre machine, et on n'aura plus le problème, puisqu'il ira toujours chercher les bons fichiers. C'est très utile pour Windows, notamment quand on travaille Mac, Windows, Linux, parce que généralement le début de chemin n'est pas le même. Sur Windows, on va avoir C2. Quelque chose, sous Linux, on a directement le slash, et sous Mac, je sais plus, mais c'est quelque chose qui ressemble à Linux, mais c'est pas pareil. Du coup, ça va annihiler cette partie-là, et on va directement la fixer dans KiCad, et c'est lui qui va se débrouiller avec ça. Alors, un petit point rapide, parce que je pense pas qu'on ait le temps de le traiter ce soir, parce que je pense, à moins que vous soyez en forme, mais ça fait déjà 1 heure quand même qu'on est dessus. C'est que pour les modèles 3D, il va falloir, quand on assigne un modèle 3D, il y a aussi un problème de chemin, et du coup si vous n'utilisez pas cette technique de définir une variable d'environnement au niveau de KiCad, parce qu'elle est vraiment définie au niveau de KiCad si on regarde, donc elle est définie au niveau du KiCad sur votre machine. Si vous n'utilisez pas cette technique-là, mais que vous faites comme je faisais avant avec des chemins relatifs, ça marche pas pour les modèles 3D, parce que les modèles 3D ne supportent pas les chemins relatifs. Bref, on verra ça, je pense, la prochaine fois. Parce que je pense qu'on va pas voir les modèles 3D aujourd'hui, parce qu'à mon avis, j'aimerais bien garder un peu de temps si vous êtes en forme, pour les questions. Pour les questions, et aussi, alors j'avais prévu un truc, je sais pas si ça vous intéresse, mais comme souvent, j'ai la question de mais qu'est-ce qu'on peut faire avec KiCad, jusqu'à quel niveau on peut aller, et que les gens s'imaginent souvent que c'est un logiciel avec lequel on peut faire des petits circuits seulement. J'ai quelques exemples. Donc, soit si vous avez des questions, on peut y passer, soit si vous voulez que je continue, dites-le moi, et soit je vous montre des PCB et ce qu'on peut faire avec KiCad une fois qu'on commence à être habitué. Je dis pas que c'est le genre de circuit que vous ferez en premier, mais c'est quelque chose qu'on peut faire assez vite. Donc là c'est à vous de réagir, c'est interactif avec vous. Si vous avez une idée. Alors je sais pas, j'ai peut-être mis un mode lent sur le chat parce que ça met du temps à apparaître. Donc dites-moi un peu s'il y a des questions, s'il y a quelque chose, n'hésitez pas. Hein. Et en attendant, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer des PCB qu'on peut faire. Alors par contre, au niveau micro, ça va peut-être faire bizarre, il va peut-être se passer un truc, donc attention à vos oreilles. Non, c'est bon, il a l'air d'avoir pris le bon micro.
Ouais, il a pris le bon micro, donc voilà. Donc là j'ai mis la caméra, je l'ai mise pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire. Alors en termes de petits PCB, alors celui-là il a été vachement charcuté parce qu'il a fallu que je le débug, mais voilà. Alors ça c'est un petit PCB fait avec KiCad notamment, donc c'est un générateur de clock. Donc on voit qu'il y a c'est que du composant monté en surface avec un port USB là, un générateur de clock là et différents composants autour avec un microcontrôleur STM là. Ça c'est ce que j'appellerais du petit PCB sur KiCad. Hein. C'est du 4 couches, c'est du 4 couches assez relativement simple. Donc ça rentre dans la catégorie PCB entre guillemets facile à faire. Après, alors pour ceux qui suivent mes projets de VNA, tout ça, alors ça c'est un PCB un peu plus complexe du coup parce que là c'est du PCB radio. Alors on verra les techniques qui permettent de faire ce genre de PCB un peu plus tard. Mais vous voyez, on a là un PCB où les aficionados de radio qui se reconnaîtront. Vous voyez, on en a des pistes radio, tout ça. Là, on est sur un PCB 4 couches aussi, un peu plus complexe, donc du coup, à cause de cette composante radio, mais qui reste relativement simple à faire. Là, j'ai un autre PCB plus grand déjà. C'était la V1 de mon projet. Où là, on a de la radio par ici, on a du FPGA, on a du signal haute vitesse. On commence à être sur un PCB un peu plus compliqué où il faut un peu plus de réflexion pour pas faire d'erreur, mais pareil, on verra les contraintes. Ça, c'est un PCB qui a été fait avec beaucoup de contraintes sous KiCad, donc il faudra on verra. Ce sera un exemple que je vous montrerai quand on attaquera la partie des contraintes et des PCB avancés. Et après, il y a carrément la V2 du projet, là où on est déjà sur quelque chose de plus gros, avec beaucoup de lignes. On les voit pas très bien parce qu'il est noir, mais beaucoup de lignes haute vitesse. Des connecteurs un peu complexes, des empreintes plus complexes aussi. Ça pareil, c'est du 4 couches. Donc voilà, donc tout ça pour dire que non, KiCad c'est pas que pour du petit PCB, on peut vraiment aller loin. Je pense que KiCad vous aurez peut-être un peu de mal, moi je l'ai pas encore fait mais je compte bien le faire, quand il commence à s'agir de router des DDR ou des choses comme ça très contraintes. C'est faisable, mais c'est plus lent parce qu'il n'y a pas les outils. Donc il faut tout faire à la main soi-même, ça peut être un peu long. Ah voilà. Donc si vous avez des questions, allez-y. Et sinon, utiliser le modèle 3D, je pense que ça partira pour le prochain stream. Utiliser, créer, on fera les deux d'un coup et on parlera d'intégration mécanique. Donc voilà. Donc si vous avez pas de questions ou même si quelqu'un a des questions bien spécifiques, vous pouvez. Ouais alors, ok, alors effectivement sous Windows j'ai bossé un certain temps avec KiCad. Mais je suis plus sous Windows depuis un bout de temps, alors j'avoue ne plus être à jour. Je sais qu'en plus il y a quelques comportements qui sont légèrement différents entre les versions, entre les builds Windows et les builds Linux de KiCad. Alors attention, hein, KiCad est largement utilisable sous Windows, pas de problème, il y a quelques différences. Alors peut-être que pour le prochain stream, je réinstallerai KiCad sous le Windows qui tourne encore sur ma machine pour jeter un œil et voir les différences. Alors oui, alors normalement le stream, il est censé être enregistré. Il faut que je vois si j'ai les compétences ou pas parce que je l'ai jamais fait, de rééditer la vidéo pour couper toutes les parties qui sont inintéressantes, pour le condenser et pour le remettre sur YouTube. Voilà. Donc oui, on pourra faire une session Windows Linux au niveau des différences de KiCad et régler les problèmes. Alors, ce qu'on peut faire aussi, si vous voulez, c'est bon déjà chose importante, c'est pas en regardant mes streams que vous arriverez à utiliser KiCad.
Je préfère être honnête. Il faut se lancer quoi, donc il faut faire des PCB, il faut essayer de bidouiller des trucs. C'est normal si au début c'est un peu la galère. Par contre, n'hésitez pas, c'est-à-dire que vous avez mon contact, il y a le Discord, je suis pas dur à trouver sur Twitter aussi. N'hésitez pas si vous avez besoin d'un coup de main à m'envoyer soit vos questions, soit même si j'ai un peu de temps, vous pouvez m'envoyer votre fichier de projet que je jette un œil pour voir ce qui va pas ou ce genre de choses, hein, histoire d'avancer dessus. Et surtout pareil, n'hésitez surtout pas à préparer des questions ou même à me les envoyer avant pour que je les prépare pour le prochain stream. Du coup, si ça vous va, à ce moment-là, on peut dire que le stream est fini. Et je pense vous donner rendez-vous samedi prochain, normalement. Alors peut-être en direct de l'Electrolab, du coup, parce que j'aurai sans doute des choses à faire samedi prochain là-bas. Mais bon, on verra. Hein. Ça se trouve, on verra. En tout cas, c'est sûr que je streamerai samedi prochain si le stream vous a semblé intéressant. Voilà, voilà. Bon, bah, merci beaucoup d'avoir passé du temps à regarder ça. Et, euh, bah, à la prochaine pour la suite. Bonne soirée à tout le monde.